antiterroriste du parquet de Paris, saisi après l'attaque des jouets contre le commissariat du 18e. L'assaillant abattu était porteur d'un papier avec un drapeau de Daesh. Les faits interviennent un an, jour pour jour, après l'attentat contre Charlie Hebdo. Nouvelle journée noire sur les marchés financiers. Les bourses chinoises ont à nouveau fermé prématurément après une chute de 7%. Et puis démantèlement d'une cellule terroriste du Hamas à Jérusalem et Hebron. Elle planifiait des kidnappings d'Israéliens afin de négocier leur libération. Le Grand Direct avec Daniel Atlan. Bonsoir, bienvenue à la une de l'actualité ce soir. Frayeur après l'attaque contre un commissariat de Paris. Un homme armé d'un hachoir et d'un gilet explosif factice a tenté de s'introduire dans le bâtiment avant d'être abattu par la police. L'assaillant avait été mis en cause pour vol en 2013. On s'intéressera à son profil dans quelques instants. Mais d'abord, retour sur les faits, c'est avec Jonathan Serrero. Un papier sur lequel le drapeau de l'État islamique a été retrouvé dans les effets personnels de l'homme abattu devant le commissariat du 18e arrondissement parisien. Son identification est en cours selon le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve venu sur place. Comme vous le savez, le parquet antiterroriste s'est saisi des faits qui se sont produits ici en fin de matinée et le procureur aura à s'exprimer sur les premiers éléments de l'enquête. La personne qui a procédé à cette agression et qui a trouvé la mort, après que les policiers ont été obligés d'ouvrir le feu, est en cours d'identification. Aux alentours de 11h30 ce jeudi, le commissariat de la rue de la Goutte d'Or est pris pour cible par un homme muni d'un couteau de boucher et d'un dispositif explosif factice. Il tente alors de pénétrer dans les lieux. Il crie Dieu est grand en arabe. Il est abattu par le policier d'accueil. Plusieurs coups de feu ont été entendus. On a une personne qui est rentrée dans notre association pour nous dire qu'elle avait entendu des tirs et donc nous on est resté enfermés, on nous a demandé de rester enfermés dans l'association. Durant plusieurs heures, le quartier est bouclé, la circulation fermée. Les forces de l'ordre sécurisent la zone au cas où un complice éventuel se trouverait dans les environs de l'attaque. Les enfants de 2 écoles situées à proximité du commissariat restent confinés à l'intérieur de leurs établissements. Voilà, de toute façon ils sont en sécurité là, les parents, je les assuré que les enfants ils vont bien. Et voilà, après on verra tout à l'heure le soir, mais pour l'instant ça a l'air de calmer. Une attaque qui intervient un an jour pour jour après celle perpétrée dans les locaux de Charlie Hebdo. Et je vous le disais, on en sait plus ce soir sur le profil de l'assaillant. On en parle tout de suite avec notre correspondant à Paris, Olivier Lerner. Bonsoir. Bonsoir. L'assaillant a donc été identifié. Oui, c'est un Marocain de 20 ans, né à Casablanca en 1995. Alors, il semble un peu plus âgé. On n'est pas sûr à 100% de sa date de naissance. Cet homme tué par la police aujourd'hui était connu des services de sécurité français. Il avait été impliqué dans une affaire de vol en Réunion en 2013 à Sainte-Maxime, dans le sud du pays. Et son nom avait été enregistré dans le FAED, ce fameux fichier automatisé des empreintes digitales, fichier qui existe en France depuis 1987. Il se faisait passer à l'époque pour un SDF et aujourd'hui, l'enquête a permis de l'identifier rapidement grâce à ces empreintes digitales, Daniel. Alors justement, que sait-on sur le déroulé de cette enquête ? Alors, une fois l'homme abattu sur le trottoir devant l'entrée du commissariat, une fois certain qu'il ne portait pas de ceinture explosive, l'enquête a pu avancer très vite. Les enquêteurs ont fouillé dans les poches de l'assaillant. Ils ont découvert un téléphone portable et un papier griffonné d'un dessin et d'un message. Le portable, c'est une mine d'informations pour la police qui va pouvoir identifier ses amis, sa famille, son réseau. Quant au papier griffonné d'un dessin de Daesh, dessin un peu primaire réalisé avec un feutre, il est écrit un message, une revendication de Daesh non équivoque. C'est écrit en arabe et en allemand. Et il est fait référence à al-Baghdadi, le chef de l'État islamique, preuve supplémentaire que ce Marocain avait prêté allégeance
à Daesh. Merci pour toutes ces précisions, Olivier Lerner depuis Paris. On continue à parler de l'enquête. En ligne avec nous, Philippe Lavenu, secrétaire national de la section Île-de-France du syndicat de police Alliance. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en quoi va consister à présent le travail des enquêteurs ? D'identifier l'individu, ça a été fait dans un premier temps, de voir si effectivement il était en contact avec des réseaux islamistes ou s'il s'agit d'un farfelu qui s'est auto-proclamé djihadiste. Alors, on a salué tout de suite l'attitude des policiers qui ont pu déjouer l'attaque. Est-ce qu'ils peuvent intervenir aujourd'hui plus facilement depuis la mise en place de l'état d'urgence ? Absolument pas, parce que les règles et la loi sur la légitime défense est restée la même. Il y a un projet pour améliorer cette loi sur la légitime défense, mais aujourd'hui, ils étaient régis par celle qui existe, c'est-à-dire qu'on est en état de légitime défense, si vous voulez, à un instant précis, et l'instant précis, c'est celui juste avant de mourir. Donc ça, c'est la légitime défense actuelle. Ce que nous demandons, et au-delà de l'état d'urgence, c'est une révision de cette loi sur la légitime défense pour permettre aux policiers, qui sont des gens à part dans notre société, puisqu'ils sont en charge de leur propre protection, on l'a vu, ils sont agressés eux-mêmes, mais ils sont aussi en charge de la sécurité et de la protection des autres citoyens. Donc on demande une évolution de la loi qui permet... Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle prévoit aujourd'hui, la loi précisément ? Quel est le code de conduite que doit adapter un policier lorsqu'il fait face à une telle menace ? Comme je viens de le dire, l'instant bref de la légitime défense, c'est juste avant de mourir. C'est-à-dire quand vous êtes sûr que vous allez mourir, vous pouvez riposter. Il faut que la riposte soit instantanée et proportionnée. Donc il faut être en danger de mort pour pouvoir riposter. Sinon, on doit trouver un échappatoire, se sauver en courant, se planquer, etc., ce qui serait inconcevable pour des policiers comme nos deux collègues qui étaient aujourd'hui en faction à la protection d'un bâtiment de service public. Donc ils protégeaient le bâtiment, ils protégeaient les gens qui travaillent, mais ils protégeaient aussi nos citoyens qui sont libres d'aller au commissariat pour diverses affaires. Oui, alors on parle justement de la sécurité du bâtiment. C'est vrai qu'après les attentats de janvier, on a renforcé la sécurité de lieux sensibles, des écoles. Mais est-ce que la sécurité est assez importante devant ces lieux, devant les commissariats ? Alors, preuve en est que le dispositif est efficace. Alors on peut toujours l'améliorer parce que c'est coûteux en effectifs. Là, ce sont 2 effectifs qui sont pris toute la journée, donc 24 sur tous les bâtiments administratifs et les commissariats notamment. Donc ça coûte cher en effectif. On pourrait améliorer le système avec des SAS comme dans les banques, avec des systèmes de vidéosurveillance, avec des gâches électriques, etc., etc. Mais là, le dispositif a prouvé son efficacité. Un individu dangereux, armé, s'est attaqué à des policiers. Ils ont riposté, l'ont neutralisé. Merci beaucoup pour cette réaction, Philippe Lavenu. J'accueille à présent Mathias Inbar. Bonsoir. Cette attaque, en tout cas, elle rappelle à la France la permanence de la menace qui pèse sur elle. Ce sont des attaques qui sont amenées à se multiplier, qui sont de plus en plus régulières. Oui, vous avez dit le terme, Daniel. Permanence, je dirais presque récurrence cette année 2015. Alors, j'ai choisi des dates peut-être subjectives, mais en tout cas, elles rappellent bien l'état dans lequel se trouve aujourd'hui la France. 7 janvier 2015, ce sont les attentats, l'attaque en tout cas contre Charlie Hebdo. 2 jours plus tard, 48 heures plus tard, l'attentat à l'hypercacher. Le 9 janvier, 19 avril, cet attentat manqué de Sidi Ahmed Erlam, cet étudiant en informatique de 24 ans. Il se tire dessus et finalement, il était soupçonné par la police de vouloir attaquer 2 églises de la banlieue de Paris, de Villejuif. 26 juin 2015, c'est ce patron décapité à Saint-Quentin-Falavier. 21 août 2015, l'attaque du Thalys, vous le savez, et puis les attaques du 13 novembre 2015, ce massacre en plein Paris, 129 morts. Et cette phrase qui restera gravée finalement, celle du ministre de l'Intérieur français, Bernard Cazeneuve, qui dira « Quelles que soient les préparations que nous prenons, le risque zéro n'existe pas ». Voilà ce que déclarait Bernard Cazeneuve. Alors le risque zéro n'existe pas, c'est une certitude, mais est-ce que la France est prête à faire face, dans la mesure du possible, à ces menaces aujourd'hui ? Aujourd'hui, plus qu'elle ne l'était au soir du 13 novembre. C'est vrai, les services de renseignement français et aujourd'hui sont déterminés, avec l'aide de leurs homologues européens et mondiaux. On sait que les Marocains, par exemple, ont aidé les Français à retrouver la trace de Abaoud. Mais finalement, la question est de savoir quels sont les moyens engagés par l'État français. Il faut aujourd'hui 5 agents de la DGSE
pour traquer un fichier S. Il y a des centaines, des milliers de fichiers S, d'où l'importance de la qualité humaine en termes de renseignement. Quel est le degré de préparation aujourd'hui de l'agent de renseignement aux policiers au sol, et si la lutte finalement, Daniel, anti-cellules terroristes est aujourd'hui efficace, peut être efficace, finalement les attaques d'éléments isolés comme on l'a vu en Israël récemment, aux États-Unis à San Bernardino et aujourd'hui est quasiment ou sont plus ou moins imprévisibles. Merci beaucoup Mathias Sinbar pour ce décryptage. Quelques heures avant l'attaque, François Hollande rendait un hommage appuyé aux forces de sécurité. Le président français a promis un nouvel arsenal de mesures pour la lutte antiterroriste. Maxime Pérez nous en dit plus. Une première dans son quinquennat et dans un lieu devenu désormais symbolique. Un an après avoir rendu hommage aux policiers tués dans les attaques de Charlie Hebdo et de Montrouge, François Hollande s'est de nouveau rendu à la préfecture de police de Paris. Cette fois, pour présenter ses vœux aux forces de l'ordre, son message est celui d'un chef de guerre. Jamais, sans doute depuis des décennies, et j'en ai la responsabilité, votre mission n'a donc été plus nécessaire, plus exigeante, car le terrorisme n'a pas fini de faire peser sur notre pays une menace redoutable. À l'extérieur, nous y répondons par nos forces armées qui luttent aux côtés de nos alliés contre la barbarie de Daesh. Face à la menace terroriste, François Hollande a appelé à la fermeté et à l'unité. Le président français entend doter la police et les services de renseignement de davantage de moyens et de liberté, entre autres pour agir plus rapidement et améliorer leur coopération. Près de 2 mois après les attentats de Paris, François Hollande a aussi pu dresser un premier bilan de l'état d'urgence en vigueur jusqu'en mars prochain. Depuis 1 an, près de 200 interdictions de sortie du territoire ont pu être prononcées à l'encontre d'individus soupçonnés de vouloir rejoindre les groupes terroristes en Syrie et en Irak. Plus de 50 étrangers se sont vus interdire le territoire. Mais il fallait là aussi que nous puissions prendre de nouvelles mesures. Après ce qui s'était produit, ces actes de guerre, le 13 novembre. Cette cérémonie, marquée sous le signe de la gratitude et du souvenir, restera l'un des temps forts de cette semaine d'hommage aux victimes des attentats de janvier 2015. Cet hommage rendu par François Hollande aux forces de sécurité, cette attaque contre le commissariat du 18e intervient à une date particulière. Vous le savez, ce triste anniversaire, les attentats de Charlie Hebdo contre le journal satirique. Les Français ne veulent pas oublier, la preuve, ce rassemblement spontané qui s'est tenu dans cette place de la République, sur cette place de la République qui est bien sûr devenu un symbole, un hommage donc aux victimes des attaques Charlie Hebdo. L'esprit Charlie Hebdo qui persiste, place de la République à Paris ce soir, 1 an jour pour jour après les attentats. On va revenir sur les faits. 7 janvier 2015, 11h35, l'heure qui a changé la France. C'était donc il y a 1 an jour pour jour. La rédaction de Charlie Hebdo était décimée par le terrorisme. Retour sur cette journée noire, c'est avec Mathias Sinbar. Nous avons vengé le prophète Mohammed. Le message est répété à plusieurs reprises. Les frères Kouachi viennent d'abattre de sang-froid 11 personnes, dont 8 journalistes de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Une attaque éclair qui va durer 15 minutes. La scène est filmée du toit d'une rédaction audiovisuelle. Il est 11h20, au numéro 10 de la rue Nicolas Appert. Pénètrent alors Chérif et Saïd Kouachi, cagoulés en combinaison noire de combat et munis d'une arme de guerre de type Kalachnikov. Les frères Kouachi ouvrent le feu dans le hall de l'hebdomadaire, tuent l'un des agents de maintenance, kidnappent la dessinatrice et la forcent à faire le code d'accès pour parvenir à la rédaction de Charlie au 2e étage. Les bruits assourdissants des balles retentissent dans tout le quartier. 11 personnes tombent sous les balles. Quelques instants plus tard, les 2 terroristes affrontent en plein jour les policiers dans Paris. De longues minutes d'une bataille rangée à balles réelles, avant d'abattre l'un d'entre eux au sol, à bout portant. Les 2 frères Kouachi remontent alors dans leur véhicule. Ils prennent la fuite, la fin de l'attaque dans Paris. Le 7 janvier 2015, 12 personnes meurent sous les balles des djihadistes d'Al-Qaïda.
Et depuis l'attentat, les hommages se succèdent. On s'intéresse ce soir à ce documentaire diffusé cette semaine à la recherche de Bernard Maris, portrait d'un anti-économiste, documentaire à la mémoire de l'économiste et journaliste qui a été tué lors de l'attentat contre Charlie Hebdo. On va tout de suite regarder un extrait. On retrouve tout de suite après Hélène Fresnel qui a co-réalisé le film. C'est de resituer l'économie sur son bon chemin, sur son droit chemin. Qui était vraiment Bernard Maris ? Économiste, tantôt homme politique, professeur d'université, chroniqueur radio, romancier. Capable de naviguer de Charlie Hebdo à la Banque de France avec une facilité déconcertante. Il abordait l'économie en se disant mais l'économie, elle peut être partagée par tout le monde. C'est pas uniquement une affaire de spécialistes. Et on rejoint donc tout de suite à Paris celle qui a co-réalisé ce documentaire avec Hélène Risset. Hélène Fresnel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste. Vous étiez la compagne de Bernard Maris, tué lors de l'attentat contre Charlie Hebdo. Tout d'abord, première question, comment allez-vous un an après? J'imagine que c'est une semaine éprouvante. C'est une semaine assez éprouvante. Des blessures qui sont ouvertes. rouvertes. En même temps, il y a une... Pardon? Ce sont des blessures qui sont rouvertes? Des blessures qui ne sont toujours pas refermées, on va dire. Il me manque beaucoup. Et ce documentaire, on vient d'en voir un extrait, c'était aussi justement une façon de continuer à le faire vivre ces idées. Comment est né ce projet ? C'est absolument cela. L'idée, c'est de le laisser rester vivant, et présent parmi nous, et de continuer à le laisser parmi nous. L'idée est venue en fait de mon amie avec qui j'ai réalisé ce film, Hélène Risset, qui est journaliste dans une chaîne qui s'appelle Public Sénat et qui m'a proposé, à l'initiative du président de Public Sénat, M. Kessler, de co-réaliser avec elle un portrait de Bernard. Et voilà, il se trouve que Hélène avait démarré sa carrière avec Bernard Maris et que nous étions amis depuis très longtemps. Et donc tout ça nous apparaissait assez naturel et ça s'est passé d'ailleurs merveilleusement bien parce que la collaboration a été très fluide entre nous deux. Alors justement, vous êtes parti à la rencontre de personnes qui l'ont côtoyé. Est-ce que vous avez appris des choses sur Bernard Maris que vous connaissez bien sûr? J'ai appris à mieux le connaître, mais je n'ai pas découvert de choses sur lui. J'ai appris à mieux comprendre ces pseudonymes, donc le Bernard et de Bernard Maris, à voir un petit peu qu'est-ce qui se cachait derrière ce pseudonyme et pourquoi Bernard avait eu besoin de ce pseudonyme pendant quelque temps. Alors pourquoi voilà, justement des choses comme ça. Parce que ça lui a donné de la liberté, ça lui a donné une audace qu'il n'avait peut-être pas encore quand il était plus jeune. Ça lui a donné, ça lui a donné une liberté, comme l'explique Philippe Val et puis Ries aussi. En même temps, ça l'a protégé. Comment est-ce que vous voulez que l'on se souvienne de lui aujourd'hui ? Pardon ? Comment est-ce que vous voulez que l'on se souvienne de Bernard Maris aujourd'hui ? Comme d'un écrivain, comme d'un humaniste et d'un écrivain. Parce que si la pensée de Bernard circulait si bien et paraissait si fluide et si belle, c'était aussi grâce à son talent d'écrivain, à son style. C'était un homme qui avait vraiment un talent d'écriture incroyable. Alors on l'a dit, c'est une semaine particulière, un an depuis les attentats de janvier. Qu'avez-vous pensé des hommages qui ont commencé, qui ont été rendus par le gouvernement? Est-ce qu'ils sont à la hauteur du traumatisme? Rien n'est à la hauteur d'un traumatisme.
Est-ce que c'est adapté? En tout cas, on sait qu'il y a eu des polémiques, surtout sur les commémorations à venir. Certains proches des victimes parlent de symboles qui ne sont pas appropriés, notamment les cloches de Notre-Dame, la Légion d'honneur. On disait que ces journalistes sont anticléricaux, antimilitaristes, que certains symboles peut-être ne sont pas appropriés. Polémique également autour du choix de Johnny Hallyday. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce bruit autour de ces commémorations? Je pense que c'est du bruit. Et je me sens très loin, en fait, de tout ça. Ça me paraît très, très loin. Moi, j'essaye de rester avec Bernard. Et vous n'allez pas participer à ces commémorations? Pour l'instant, non, je n'ai pas participé aux commémorations. Merci infiniment. Pardon ? Merci infiniment Hélène Fresnel pour ce témoignage. Je rappelle donc que vous avez co-réalisé ce documentaire, un hommage rendu à Bernard Maris, tué donc lors de l'attentat contre Charlie Hebdo. Merci à vous. Je vous en prie. Et à Tel Aviv également, on rend hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo. L'Institut français d'Israël inaugure ce soir une exposition et une série de conférences qui proposent une réflexion autour de l'histoire et les fonctions de la caricature. Léa Berdugo est sur place. Bonsoir, comment se déroule la soirée ? Écoutez, commémorer la tragédie de Charlie Hebdo, c'est le but affiché de cette soirée organisée à l'Institut français ce soir. Alors également sous l'angle de la caricature et spécifiquement sous cet angle de la caricature, une mise en parallèle des caricaturistes français et israéliens a été dessinée ce soir et mise en lumière. Nous nous trouvons avec l'ambassadeur de France, Patrick Maisonnave. Pourquoi avoir choisi de mettre en parallèle les caricaturistes français et israéliens ce soir ? D'abord parce que je pense qu'il y a une vraie solidarité entre les caricaturistes de tous les pays. Je pense qu'ils ont tous le même angle d'approche des problèmes, c'est-à-dire il s'agit de saisir l'actualité telle qu'elle se présente et de réagir à chaud, sans les mots mais avec un dessin. Et par ailleurs, moi ce que je veux rappeler, c'est que nous commémorons en effet jour pour jour la tragédie de Paris contre Charlie Hebdo. Et moi, je voulais aussi que cette soirée soit l'occasion de remercier l'ensemble des caricaturistes israéliens, au travers de l'association des caricaturistes israéliens, qui s'étaient mobilisés en solidarité avec les dessinateurs de Charlie Hebdo. Et je me souviens qu'ils avaient fait un très très beau magazine en hommage justement aux dessinateurs disparus. Si je peux parler aux Français qui habitent en Israël, on sait qu'en France, il y a une institution de la satire politique. Est-ce que vous sentez cela ici ? Vous savez, la caricature, elle se heurte nécessairement à des codes et à des barrières, en quelque sorte, qui varient un peu selon les pays. Il y a des choses qu'on peut dire dans certains pays, peut-être qu'on dira les mêmes choses avec plus d'appréhension, plus de retenue dans d'autres pays. Moi, je crois quand même qu'ici, dans ce pays, pour être un lecteur attentif de la presse israélienne, j'ai l'impression que les caricaturistes israéliens sont quand même très, très actifs et qu'ils disent des choses, et il suffit de regarder leurs dessins, ils disent de vraies choses. Merci beaucoup. Donc cet événement inaugure une série de commémorations de cette tragédie et des attentats qui vont se poursuivre lors des prochaines semaines. Merci Léa Berdugo depuis l'Institut français de Tel Aviv. J'accueille à présent Daniel Sheikh, bonsoir. Bonsoir. Ancien ambassadeur d'Israël en France. On a entendu monsieur l'ambassadeur à présent parler de la solidarité des caricaturistes, solidarité également des victimes face au terrorisme. À l'époque, un processus d'identification entre Israël et la France. Oui, sans doute. À l'époque, je pense, et d'ailleurs la deuxième vague d'attentats du mois de novembre, plus récente, a suscité aussi une grande vague de solidarité en Israël, qui n'est pas uniquement basée sur le fait qu'en Israël, il y a malheureusement, une grande habitude du terrorisme et de la tragédie qui l'entoure, mais parce qu'il y a une véritable et très profonde amitié entre les peuples français et israéliens, même si c'est une amitié qui connaît des fois des secousses et des hauts et des bas. Je me souviens qu'à l'époque de Charlie Hebdo, il y avait eu ici une sorte de réaction à la fois de solidarité, mais aussi une sorte de déclaration ici. Bon, maintenant, enfin, ils vont comprendre ce que nous vivons ici au quotidien, etc. Ils vont mieux comprendre notre situation géopolitique. Nous participerons au même combat.
Réaction déplacée selon vous? Je pense que non, elle n'est peut-être pas déplacée, elle est assez naturelle, mais elle ne reflète pas une réalité parce que il n'a pas fallu des attentats en France pour que les Français, le gouvernement français, soient solidaires des Israéliens quand ils souffrent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais d'un autre côté, peut-être en sous-entendu dans certains cercles politiques israéliens, c'était une volonté d'être mieux compris sur les positions politiques, c'est-à-dire mieux comprendre notre position dans le conflit israélo-palestinien. Et là, je pense que c'est exclu. Ce ne sont pas des attentats ou un combat contre l'islamisme qui vont rendre l'occupation des territoires plus compréhensible au gouvernement français. Alors en tout cas, l'autre conséquence de ces attentats de janvier, on le rappelle, il y a eu Charlie Hebdo et bien sûr cet attentat contre l'Hyper-Cacher. C'est dans 2 jours qu'on va marquer ce triste anniversaire. Ils ont eu une conséquence en Israël, vague d'émigration de Français, l'Alia qui bat des records. Il y a eu un débat à la Knesset, on va en parler un peu plus tard dans cette édition. Elle est dangereuse, cette Alia, quand on fuit un pays? Non, elle n'est dangereux, c'est un mot très fort. En tout cas. Mais ce n'est pas une alia la plus saine. C'est-à-dire, moi, je préfère toujours que des gens viennent ici par attirance et non pas parce qu'ils se sentent menacés dans leur pays d'origine. Et d'ailleurs, je trouve que c'était le constat permanent des dirigeants politiques français de dire que c'est un problème pour la France si les Juifs français se sentent mal à l'aise dans leur pays et qu'ils veulent fuir. Moi, j'aimerais plutôt accueillir des Olim qui viennent par conviction. Mais je comprends très bien que des Juifs français, en regardant autour d'eux, sentent que peut-être c'est le moment de bouger. Mais je pense que c'est assez rare que quelqu'un prenne la décision ou que la décision naît suite à un attentat. Je pense que ce sont des gens qui avaient déjà pensé, voulu faire leur alia et que ce sont les événements de janvier ou de novembre qui leur ont donné le dernier push. On l'espère. Merci Daniel Sheikh pour ces précisions. Merci à vous d'avoir suivi le Grand Direct. Je vous retrouve dans une poignée de secondes pour la suite de cette émission. Ne bougez pas.